Bonjour, nous sommes en visio, je pense que vous m'entendez. Merci d'être avec nous ce matin. Nous commençons sans plus attendre cette journée, troisième édition des Connect Days, avec Michael Valentin, que nous avons le plaisir d'accueillir. Bonjour Michael Valentin, vous êtes directeur associé d'OPO, cabinet conseil dont le métier, je cite, est d'accompagner les industries et leur écosystème à devenir des leaders. Alors, je cite votre site internet, je n'ai rien inventé. Vous êtes également, Michael, le directeur associé d'OSS Venture, lanceur de start-up dans l'univers du manufacturing. Et vous êtes l'auteur d'au moins 2 ouvrages qui nous intéressent particulièrement. Hyper Manufacturing, l'après-ligne, qui vient de paraître chez Duno, sous-titré Un nouveau modèle pour la révolution industrielle. Et dans votre bibliographie apparaît également un ouvrage consacré au modèle Tesla. Votre spécialité, on le comprend, ce sont les ruptures, les révolutions, les disruptions, dit-on aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous recevoir pour cette journée dédiée à la transformation digitale des entreprises, qui s'apparente à bien des égards à une profonde révolution et qui amène les industriels à chercher un nouveau modèle. Michael Valentin, je vous laisse la parole pendant environ 45 minutes et puis nous nous retrouverons ensuite avec les questions et les réactions des internautes. Je précise à l'attention de celles et de ceux qui sont avec nous ce matin, et merci à vous d'être connectés à ces Connect Days, que vous pouvez poser vos questions, réagir sur le chat en direct. Michael Valentin, c'est à vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien, Patrice? On vous entend. Super, très bien. Je voudrais commencer par remercier Rodolphe Ullmann qui me fait le plaisir de m'inviter, avec qui je suis toujours très content d'interagir. Je suis très content d'être présent aujourd'hui. J'étais intervenu il y a quelques années également au Connect Days, et je trouve qu'il y a un niveau d'énergie dans l'agglomération et puis autour de l'Initié Forcité qui est assez incroyable. Donc bravo pour tout ça. Alors peut-être pour reprendre, et ça fera la connexion avec l'intervention d'avant, pour reprendre un petit peu le contexte, depuis quelques années, on voit bien que le digital, ça devient quelque chose qui est incontournable dans les usines. Nous, ce qu'on constate au PO, on est un cabinet de conseil de terrain, c'est-à-dire qu'on accompagne à la fois des groupes et des PME. On a, pour donner un exemple, réalisé plus de 1000 diagnostics dans des PME sur les territoires du Grand Est, de Nouvelle-Aquitaine, d'Occitanie, de Bretagne, d'Île-de-France. Et donc, on a une vision relativement panoramique de ce qui est en train de se passer, parce que par ailleurs, on accompagne aussi des grands groupes dans leur transformation, ce qui nous permet de voir des filières de bout en bout. Et ce qu'on constate, c'est que quand on regardait ce sujet-là il y a 4-5 ans, la plupart des dirigeants avaient déjà compris que c'était un véritable enjeu, mais peu étaient déjà en action. Aujourd'hui, on est quand même passé dans une nouvelle phase, en fait, où la plupart des dirigeants ont commencé cette transformation digitale. Et ça a été d'ailleurs très accéléré par le Covid, puisqu'on s'est forcément mis à travailler avec des outils, ne serait-ce que de visioconférence, d'espaces partagés sur des serveurs de documents, etc., du fait de ne pas pouvoir travailler tous ensemble au même endroit. Mais d'une manière générale, même avant Covid, la plupart des boîtes industrielles avaient commencé à se digitaliser par deux endroits. D'ailleurs, hein. Il y a un endroit qui vient assez naturellement, c'est par le marché, c'est-à-dire notamment ceux qui sont en B2C, de se mettre à faire du e-commerce, etc., et ceux qui sont en B2B, de se poser des questions sur leur modèle d'affaires, c'est-à-dire de se poser la question de est-ce que je continue à vendre des produits ou est-ce que je vais aussi accompagner mes produits de service. Et puis sur l'autre branche de la digitalisation qui concerne la compétitivité, c'est se poser la question de comment j'utilise les outils du digital et de l'automatisation pour tout simplement être plus compétitif au quotidien, plus agile, plus flexible, et puis donc avoir un appareil qui s'adapte mieux à une demande qui, par définition, est de plus en plus volatile. Alors, du coup, la connexion avec la discussion d'aujourd'hui, c'est les difficultés que rencontrent les industriels. Ceci étant dit, c'est difficile d'avoir les bonnes compétences pour faire cette transition. Pas forcément évident de se projeter vers un modèle cible qui, aujourd'hui, n'est pas encore complètement décrit. C'est-à-dire que dans la précédente révolution industrielle, on a très clairement le modèle Toyota, le Lean Manufacturing, qui se sont imposés comme des modèles d'organisation qui ont permis à l'ensemble du secteur d'avoir une sorte de balise qui permettait de comprendre vers où on pouvait converger en termes de pratique et d'organisation industrielle. Aujourd'hui, ce modèle-là, il n'est pas encore complètement décrit. Et donc, dernier sujet, c'est quelle est la méthode. En fait, ce n'est pas si simple que ça, à la fois d'être capable d'utiliser l'énergie des équipes pour se mettre petit à petit tout simplement à utiliser les mêmes outils dans l'usine que ceux qu'on a à la maison, d'une part, mais tout en ayant quand même un passage à l'échelle qui permet d'avoir des gains significatifs pour une entreprise et que l'investissement, du coup, soit rentable assez rapidement. Donc, c'est toutes ces questions qui sont complexes à gérer pour un dirigeant industriel. Et donc, chez OPO, on a essayé
de comprendre justement quel était le prochain modèle et quelle était la bonne méthode pour se transformer petit à petit, mais quand même relativement vite, vers ce nouveau modèle. Et donc, on a été amené à aller à la fois diagnostiquer des gens qui sont plutôt en avance. Alors, en France et en Europe, hein, on a été voir des gens comme Michelin, comme Lisier Aerospace, Somfy, Essilor, enfin, tout un tas de boîtes qui sont en avance. Pas que des groupes, d'ailleurs, des PME aussi, hein, des gens comme Veloum, Diam Bouchage, etc. Donc, ça a permis d'avoir une vision un peu assez générale par sujet des meilleures pratiques. Et puis, par ailleurs, on est aussi allé voir dans le domaine de ce qu'on appelle la tech, donc du digital pur, des acteurs du digital pur, pour voir quelles étaient aussi les pratiques de ce monde-là et pour voir comment est-ce qu'on pouvait hybrider l'esprit, entre guillemets, startup et l'esprit digital avec l'esprit des usines. Et des entreprises qu'on a visitées et qui nous a beaucoup inspiré, c'est Tesla. Et donc, ça a fait l'objet d'un premier livre que j'ai eu l'occasion d'écrire, qui décrit justement ce système Tesla, qu'on a appelé le modèle Tesla, qui a la particularité d'être un acteur qui vient du digital, donc, il s'est construit dans le digital, puisque Elon Musk avait fait plusieurs boîtes avant dans le domaine de la tech de la Silicon Valley, et qui va vers l'industriel, puisqu'il se met à fabriquer des voitures. Donc, le modèle Tesla est hyper inspirant pour ça, parce que vous retrouvez l'ADN d'une boîte qui vient plutôt d'un acteur du digital pur, mais qui se transforme vers le monde industriel, alors que la plupart des industriels ont le défi inverse, c'est-à-dire qu'ils viennent d'un outil industriel qui a toutes ces contraintes d'existence de souvent plusieurs dizaines, voire centaines d'années voilà, d'existence, et qui doit se transformer vers un nouveau monde qui va très vite et qui est exponentiel et qui est le monde du digital. Voilà, d'où cette notion d'hyper-manufacturing. On va voir en avançant dans la présentation. On va revenir un petit peu sur l'historique, mais on va surtout après décrire ce modèle d'hyper-manufacturing. On verra qu'il y a des fondations, il y a un cœur, il y a des piliers dans ce système un petit peu qui est le nouveau modèle d'organisation qui émerge. Et puis on terminera la présentation par la méthode pour se transformer, puisque comme je le disais, c'est une des difficultés. Et on verra dans cette partie méthode c'est assez systémique, donc il ne s'agit pas uniquement de mettre en place du logiciel ou de mettre en place de la robotisation, il s'agit de transformer, à la fois d'être capable de sourcer ces technologies, mais surtout de transformer ses compétences, de transformer son système de management et de réfléchir à son modèle d'affaires différemment. Donc c'est vraiment un voyage, c'est une transformation d'entreprise et qu'il faut savoir attaquer par le bon bout de la flotte. Voilà, donc, comme disait Patrice, on a à peu près 45 minutes de présentation et puis après, on aura 15 minutes d'échange. Ceci étant dit, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. Donc, Patrice prendra vos questions et donc, s'il voit qu'il y a des questions qui sont intéressantes à prendre au fil de l'eau, on les prendra et je les prendrai avec grand plaisir. Je vous confirme, Michael. Alors, en termes de contexte, peut-être pour revenir sur les gros challenges, ça a été un peu abordé dans l'introduction. Il y a vraiment, nous, on le voit tous les jours en étant sur le terrain dans les usines, il y a vraiment 3 gros challenges qui se posent au monde des usines et dont certains ne sont pas spécifiques au monde des usines, mais dont certains le sont. Le premier, c'est évidemment le challenge environnemental qui a été renforcé par la période du Covid. Mais au-delà de ce problème, de ce challenge environnemental, il y a une évolution complète des états d'esprit des générations Y et Z qui arrivent sur le marché du travail. On passe d'un monde du pétrole à un monde en fait du green, où on va aller sur des énergies propres, mais on passe aussi surtout d'un monde où en fait on avait des clients, donc on parlait de valeur pour le client et de mettre le client au centre de tout, à des utilisateurs qui sont plutôt tournés vers l'expérience et donc qui vont notamment, c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire que de plus en plus on a un mode en fait, d'achat qui marche par abonnement. En fait, on va s'abonner à des services plus que d'avoir la possession de biens particuliers. Donc l'exemple typique, c'est la mobilité évidemment, où à terme, par exemple, dans le modèle Tesla, l'idée, ce serait plutôt un abonnement que d'avoir un achat de voiture. Et donc, c'est d'aller chercher à vraiment une expérience d'utilisateur au-delà du produit qui permet cette expérience. Donc, ça a évidemment des conséquences sur le modèle d'affaires. Et puis, la dernière révolution sur cet aspect environnemental, c'est que petit à petit, on voit que les chaînes logistiques linéaires qui étaient donc, je pars de la matière première et je vais vers la fabrication d'un produit, sont challengées. Et l'idée, c'est d'avoir de plus en plus de boucles inverses de logistique pour pouvoir faire du recyclage et réutiliser les produits. Et donc, dès le développement produit, penser le produit pour qu'il soit réutilisable de manière à ce qu'il soit plus respectueux de la planète et tout simplement à raisonner en ressources finies et non plus en ressources infinies. Le deuxième défi, c'est un défi économique. Et ce défi économique, c'est bien sûr l'émergence de la Chine. On a 2 gros pôles qui sont la Chine et les US qui sont en train d'émerger, puisque les US sont leaders depuis la chute du mur de Berlin de l'économie mondiale. Mais on a vraiment la Chine qui émerge et qui commence à avoir des boîtes de tech qui sont au même niveau que celles des US. Et donc, dans ce nouveau paradigme, la grande question, c'est quelle place prend l'Europe et notamment quelle place prend l'Europe dans le domaine de la tech et du digital.
pour ne pas disparaître tout simplement de la carte économique, puisque ce secteur est le secteur qui a la croissance la plus forte depuis des années. Et au-delà de cet aspect-là, on a justement sur le domaine de la tech des modèles d'affaires qui sont exponentiels et une capacité à s'adapter qui est beaucoup plus importante qu'avant. C'est-à-dire qu'on sort d'un monde où ce qui était important, c'est d'avoir un plan robuste, une stratégie robuste et de l'exécuter correctement, à un monde où ce qui fait qu'on est compétitif, c'est qu'on sait s'adapter très vite à la situation. Et donc, stratégie et exécution sont beaucoup plus entrebriqués, entremêlés qu'avant. Et puis, le dernier sujet, c'est un sujet de société. On passe d'un monde où on avait des chaînes globales et c'était le monde où en fait, on a profité des pays à bas coût pour fabriquer moins cher et pour avoir des produits du coup, qui soient accessibles au plus grand nombre partout dans le monde, en tout cas dans les pays qui étaient en avance économiquement, à un monde en fait où l'écosystème redevient important. Donc, d'où la conférence aujourd'hui et d'où l'importance, justement, nous on le voit un peu partout, hein, c'est que finalement, les entreprises qui réussissent bien sont celles qui sont dans des écosystèmes performants, que ce soit en termes de filières ou localement, des écosystèmes qui permettent la connexion. Et donc, l'interconnexion entre entreprises, que ce soit les entreprises du même secteur, c'est-à-dire industrielles, ou entre des entreprises de secteurs différents, donc par exemple les startups et les entreprises industrielles, est de plus en plus importante pour réussir. Et puis, dernier sujet sur la société, c'est évidemment un passage plutôt d'une croissance forte dans la phase du baby-boom, hein, de l'après-Seconde Guerre mondiale, à une phase en fait, avec des tensions sociales, notamment qui sont liées à la tension qui existe entre les territoires dans les différents pays riches. Hein. Ce n'est pas vrai qu'en France, c'est vrai aussi en Angleterre, en Italie, c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai aussi au Brésil, au Liban, c'est vrai un peu partout, en fait, où on voit que les métropoles mondialisées ont un PIB qui croît très vite, en fait. Hein. Si on prend en France, Paris, un PIB, si on prenait Paris tout seul, qui croît à deux chiffres par an, quand le reste des territoires a une croissance beaucoup plus mesurée. Et donc, ça crée des décalages sur les prix de l'immobilier, sur tout un tas de choses. Et le secteur industriel est fondamental puisqu'il permet, c'est un des seuls secteurs qui permet d'avoir des implantations sur des territoires qui ne sont pas dans les métropoles et d'avoir un lien fort avec les métropoles qui souvent sont l'endroit où siège la R&D et puis les fonctions commerciales, les fonctions centrales. Donc, le secteur industriel est fondamental pour ce sujet-là aussi. Alors, peut-être un petit retour sur l'historique, et on va passer vite, mais on est vraiment passé depuis le début du XXe siècle surtout par trois phases. Une phase de consommation de masse, donc voilà, c'était le début en fait de la production de masse, et qui était notamment caractérisée par une vision des ressources infinies. La principale valeur, c'était d'avoir accès aux produits, donc c'est la disponibilité qui était importante, et puis l'énergie qui était très tournée sur le charbon. Au XXe siècle, petit à petit, on est passé, comme j'ai dit, à des échanges globalisés, et donc des ressources de plus en plus tendues, et une valeur pour le client final qui était plutôt le prix et la qualité, avec comme énergie principale le pétrole. Et maintenant, on arrive dans une nouvelle ère où, en fait, ce qu'on veut, c'est faire des produits sur mesure. La valeur principale, c'est la valeur d'usage et le délai. Hein, donc, voilà. Et puis, on a des ressources de plus en plus rares, cette concurrence entre les métropoles et les territoires périphériques, et on veut aller vers de l'énergie verte. Donc, comment faire quand je suis un industriel pour répondre à ce changement qui est quand même assez profond de la société et pour m'adapter à ça? La première réponse, c'est bien sûr la technologie. Et les technologies ont aussi évolué en fonction du temps et des révolutions industrielles, hein, de la mécanisation à l'électricité au début du XXe, qui a permis de mettre en place le taylorisme, à l'automatisation et le début de l'informatique industrielle dans les années 70. Et puis maintenant, on a le début du digital, de l'hyperconnexion, ce progrès qui est exponentiel. Et puis la vraie révolution, c'est la révolution de la donnée, qui permet petit à petit d'avoir de l'intelligence artificielle et donc de faire du prédictif, d'être capable d'avoir des modèles qui à la fois sont des nouveaux modèles d'affaires, mais aussi qui permettent dans l'usine d'être beaucoup plus performants sur des process comme de la maintenance, comme de la fabrication additive, etc. Alors, on a ces deux aspects, donc évolution de la société et la technologie qui peut permettre de répondre à ces défis. Mais ce qu'on a vu en fait dans les différentes révolutions, et comme je l'évoquais en introduction, c'est que ce qui reste important et ce qui est fondamental, c'est l'organisation industrielle et le modèle qui permet de réconcilier les deux aspects. Et sur chacune des révolutions industrielles, ça a toujours été vrai. Sur la première révolution industrielle, on a le taylorisme et donc le fordisme qui ont permis, en séparant les tâches de manière, on va dire à la manière d'un ingénieur, de spécialiser les gens et puis donc d'avoir des gains de productivité très conséquents qui ont permis à la consommation de masse d'être possible. Au XXe siècle, le modèle Toyota et ce qu'on appelle le lean manufacturing a permis, grâce au juste à temps et grâce à tout un tas de principes, de faire de l'amélioration continue et donc d'avoir des supply chains globalisées qui, malgré leur complexité, permettaient quand même de livrer des produits à l'heure à moindre coût un peu partout dans la planète. Et le nouveau défi auquel on fait face maintenant, c'est comment est-ce que dans un monde
où en fait, c'est l'usage, la fonctionnalité, le service, les applicatifs qui sont importants, et c'est ça qu'attendent les clients et avec le respect de la planète. Comment est-ce qu'on fait pour profiter des nouvelles technologies, c'est-à-dire de la donnée, en usine et d'une manière générale, pour créer de la valeur et donc répondre à cette aspiration de la société. Et donc, c'est ça que nous, on a appelé cette nouvelle révolution industrielle. Moi, j'appelle ça le teslisme, mais derrière le teslisme, il y a surtout un terme qui est important, qui est l'hyper-manufacturing. C'est comment est-ce que ça se traduit en usine. Donc, quand je suis un industriel, comment est-ce que je dois adapter mon modèle pour répondre à cette nouvelle société et à ces opportunités technologiques associées. Alors, peut-être une petite définition de ce que nous, chez OPO, on appelle l'hyper-manufacturing. Donc, juste d'où est-ce qu'on vient? On vient de ce qu'on appelait le lean manufacturing. Donc, pour ceux qui connaissent, le lean manufacturing, c'est donc issu du système Toyota. C'était un principe d'organisation qui était plutôt basé par une approche par le bas, où en fait, on partait du principe qu'en chassant des gaspillages tous les jours sur le terrain, petit à petit, on allait s'améliorer. Et le gros principe du lean, c'est de se dire, je vais m'appuyer sur l'ensemble des cerveaux de mon entreprise pour faire ça, au lieu de m'appuyer sur ce qui était l'ancien monde, c'est-à-dire un monde d'ingénieurs où en fait c'était les ingénieurs qui pensaient le système et ensuite les opérateurs et les équipes qui étaient là pour l'appliquer. Dans le nouveau monde, en fait, on garde une partie des principes du Lean, c'est-à-dire que cette valeur de faire de l'amélioration par le terrain reste largement valable, mais il faut aller bien au-delà. Et ce qu'on appelle l'hyper, c'est en fait ouvrir quelque part le capot de l'usine, c'est d'avoir un système du coup qui permet d'interfacer l'usine avec le monde extérieur, à la fois en ayant accès aux données de l'usine et en ouvrant cet aspect de données sur le reste du monde, mais aussi en s'interconnectant beaucoup mieux à son écosystème pour créer plus de valeur. Donc, on va rendre ça beaucoup plus concret dans la suite de la présentation, hein, je vous rassure. Mais juste deux exemples de ça qui sont assez marquants. Donc, j'ai eu l'occasion, comme je le disais, quand j'ai étudié le modèle Tesla, d'aller dans deux endroits où ça marche très bien. C'est à la fois la Silicon Valley, où autour de Tesla, il y a tout un tas de startups et il y a un écosystème hyper dynamique qui permet justement à Tesla de profiter de cette dynamique et d'avoir une voiture qui est connectée, qui a un autopilote, qui a tout un tas d'applicatifs que les autres constructeurs automobiles mettent beaucoup plus de temps à acquérir. Et d'ailleurs, quand Tesla vient en Europe, Tesla se met proche des endroits où il y a des startups. Tesla décide de s'implanter à Berlin, qui malheureusement pas en France. J'aurais adoré que ce soit le cas, mais on n'a pas réussi à gagner entre guillemets cette bataille des territoires. Mais c'est Berlin qui a gagné la nouvelle usine de Tesla parce qu'à Berlin, il y a justement toutes ces startups et cette dynamique. Mais ça aurait pu être ailleurs en Europe, proche d'un endroit où il y a de la tech. Deuxième exemple, c'est Shenzhen, qui est un écosystème aussi hyper dynamique en Chine, où vous retrouvez justement ce côté. Là, c'est plutôt au départ Shenzhen, l'endroit où il y avait une dynamique autour du smartphone, avec Foxconn qui est pas très loin à Taïwan pour la fabrication, et puis avec tout un tas de fabricants de sous-systèmes des smartphones qui se trouvent à Shenzhen. Et dans cette vallée-là de Shenzhen, vous retrouvez aussi tout un écosystème de la tech où vous avez des grands comme Tencent, comme Alibaba, etc., qui sont présents. Et vous retrouvez du coup cette hybridation des deux mondes qui permet d'innover, de créer les modèles d'affaires du futur qui sont un lien entre l'usine et puis la tech. Et donc, si ça vous intéresse, cette notion d'hyper, vous pouvez aussi retrouver le livre de Pierre Vels, qui est donc un sociologue, géographe, économiste français, qui a théorisé cette hyper-industrie aussi et qui explique justement comment, dans les différents écosystèmes, l'importance en fait qu'il peut y avoir de l'interconnexion de l'entreprise avec aussi les institutionnels pour réussir. Alors, tout ça, c'est intéressant, mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est comment ça se traduit concrètement. Donc, peut-être une page sur quelques exemples de ce que cette hybridation entre la tech et le monde des usines permet en termes d'enjeux. Le premier enjeu, c'est celui qui est tout en haut, c'est d'avoir des modèles d'affaires différents. Donc, des modèles d'affaires différents, c'est à la fois pour un industriel d'être capable de vendre des services. Donc, il y a de plus en plus d'industriels qui se posent la question, par exemple, quand je suis un fabricant de machines, de comment est-ce que je peux vendre de la maintenance sur ma machine, du prédictif de maintenance, comment est-ce que je peux vendre de l'assistance à mon client, par exemple. Mais au-delà de ça, on a aussi des startups qui se créent maintenant à l'interface des usines, qui ont donc un modèle d'affaires qui n'est pas du tout basé sur un modèle d'affaires industriel. Donc, je prends un exemple. Vous avez la startup Valomat, qui est une plateforme qui permet de partager les stocks dans l'aéronautique. Donc, dans chaque boîte aéronautique, vous avez des stocks morts qui n'ont pas été utilisés pour tout un tas de raisons. Cette startup a créé une plateforme qui permet de faire une place de marché pour que entre les fabricants aéronautiques, les PME, les groupes, etc., et les fournisseurs de matières, les Aubert & Duval et compagnie, vous ayez une fluidité d'échange de stock qui soit accélérée par le digital. Voilà, donc ça, c'est le premier exemple. C'est assez structurant. C'est comment je peux proposer de nouveaux modèles d'affaires et comment je peux faire de la croissance quand je suis un industriel grâce à ces nouveaux modèles d'affaires. Le deuxième sujet, c'est de faire de l'amélioration transverse dans l'entreprise, donc notamment par la continuité digitale, par la traçabilité, par la réduction des temps de passage. Donc, comment de bout en bout, je décloisonne mes métiers de manière à proposer beaucoup plus à mon client. Donc, un exemple de ça, c'est par exemple dans l'horlogerie, vous avez toute une
tout un vent d'actions qui sont en cours pour avoir une traçabilité beaucoup plus forte des composants les uns avec les autres et d'être capable, du coup, en SAV, d'être beaucoup plus pertinent vis-à-vis du client final sur les causes des problèmes, etc., etc. Un autre exemple, c'est dans l'agroalimentaire. Vous avez une volonté de plus en plus forte de donner au client final une vraie traçabilité sur d'où vient le produit, est-ce qu'il est respectueux de l'environnement, où est-ce qu'il a été fabriqué, est-ce qu'il a été fabriqué en local, etc. Ça veut dire transformer sa chaîne de valeur profondément pour qu'à chaque étape, j'ai été capable de mettre des balises justement pour tracer tous ces aspects. Et puis, donc ça, c'est la partie du milieu qui est assez structurante, et qui rapporte beaucoup aussi au client final. Puis vous avez la partie que j'appelle la partie terrain, qui là est vraiment comment, grâce au digital, je vais créer plus de valeur sur le terrain, donc être plus compétitif. Donc c'est vrai sur l'amont, donc sur la partie développement produit. Donc je vais accélérer mon prototypage, par exemple, je vais être beaucoup plus agile dans mon développement produit, je vais accélérer le lien entre mon marketing et les équipes de développement. Tout ça avec des plateformes digitales qui permettent de collaborer en temps réel. Ça, c'est un aspect des choses. Vous avez l'aspect purement fabrication, donc usine, hein, où vous avez tout un tas de leviers pour diminuer la présence du papier et de l'étage administratif, pour digitaliser le pilotage de performance, améliorer les process par l'intelligence artificielle, améliorer la vitesse de formation, faire du prédictif sur la qualité et la maintenance. Et puis, vous avez la partie client, donc SAV, qui, qui va pouvoir être beaucoup plus en boucle courte avec justement l'amont, en remontant en temps réel tout un tas d'informations sur les problèmes qui sont vécus par les clients ou sur les opportunités. Donc, si on prend l'exemple de Tesla, par exemple, comme la voiture est connectée, vous avez en permanence des téraoctets de données qui remontent chez Tesla, et donc ce qui permet, par la connexion de la voiture, de faire des mises à jour de la voiture toutes les semaines et qui vont améliorer le produit. Contrairement à avant, vous achetiez une voiture, elle perdait de la valeur dans le temps. Maintenant, si vous achetez une voiture et qu'elle est connectée, potentiellement, vous allez avoir des nouvelles fonctionnalités qui vont s'ajouter sur la voiture au fil du temps parce que petit à petit, Tesla va pousser, par exemple, tout un tas de nouvelles fonctionnalités dans la voiture chaque semaine. Voilà, donc pas mal d'opportunités. Et donc, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment deux écosystèmes qui sont des écosystèmes un peu phares qui peuvent être des guides. C'est l'écosystème de Shenzhen, l'écosystème de San Francisco. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit, mais tous les deux, ce qui est intéressant, c'est que c'est des écosystèmes qui, à la base, viennent d'un écosystème industriel. La Silicon Valley, il ne faut pas oublier qu'au départ, c'était l'endroit où on faisait les microprocesseurs quand même. Donc, c'était vraiment une vallée industrielle. C'est la même chose à Shenzhen avec le smartphone. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur un terreau industriel fort, on est venu ajouter une couche de digital avec les GAFA aux États-Unis et les BATX en Chine. Et en hybridant ces deux modèles, on a des entreprises qui sont à l'interface de la tech et de l'industrie qui sont en train de naître et qui permettent tout simplement d'avoir un relais pour l'économie et une croissance très, très forte dans ces écosystèmes. Donc, pour résumer ça, ce que dit le PDG de Haier, là, qui est une entreprise électroménager en Chine, qui a une croissance assez impressionnante depuis quelques années, c'est qu'il n'attend pas seulement de ses équipes qu'elles vendent un produit ou un service, mais qu'elles soient capables justement de construire cet écosystème, c'est-à-dire de s'entourer des bonnes compétences et des bons cerveaux dans leur développement. On va rentrer maintenant dans le système lui-même. Alors, un petit rappel pour comprendre en fait ce qu'est l'hypermanufacturing, je voudrais revenir sur ce qu'est le Lean. En fait, il y a eu une codification de ce qu'on appelle le système Lean, qui est ce temple que certains d'entre vous connaissent probablement, qui est basé sur des fondations, des piliers et un toit. Sur le toit, vous retrouvez les objectifs pour le client, qui étaient la sécurité, la qualité, le meilleur coût, les meilleurs délais. Vous aviez deux piliers, un pilier sur les flux qui s'appelait le juste à temps, donc de produire en juste à temps sans faire de stock, sans prendre d'avance. Le bon du premier coup, c'est-à-dire produire avec le bon niveau de qualité du premier coup sans avoir à retoucher le produit. Et puis, vous aviez des fondations, c'est-à-dire d'être flexible sur ces moyens de production, d'avoir des processus stables et puis un pilotage de performance de terrain. Et au cœur de l'ensemble, le principe d'amélioration continue. L'hypermanufacturing, c'est une montée de version de ce système Lean qui va consister à la fois sur les objectifs, sur le cœur, sur les piliers et les fondations, à adapter tout ça grâce à l'arrivée du digital. Donc, d'abord sur les objectifs, vous avez en plus des objectifs classiques par rapport aux clients, vous avez des objectifs qui sont liés au nouveau monde, notamment des objectifs de traçabilité, comme je l'ai évoqué, des objectifs de frugalité par rapport à la planète, des objectifs d'aller vite, parce qu'en fait, si on ne va pas vite à l'heure actuelle, on est vite déclassé et on perd le marché. Donc, le côté exponentiel est important. C'est-à-dire que quand je vais lancer une amélioration sur le terrain, elle doit se déployer ensuite sur l'ensemble de l'entreprise de manière exponentielle, très, très rapidement. Et puis, quelque chose qui est peut-être aussi nouveau, c'est la notion d'empathie, qui vient aussi du monde de la tech. Dans le monde de la tech, vous avez vraiment cette notion de je développe un produit en étant en empathie par rapport à l'utilisateur final. C'est pour ça que les applications sont aussi addictives, hein, c'est-à-dire que on va vraiment comprendre ce qui fait que l'utilisateur ne peut plus se passer quelque part d'un produit. Là, c'est la même chose. Vous allez réfléchir comme ça pour votre produit, mais vous allez aussi réfléchir comme ça
pour la façon avec laquelle vous transformez votre usine. C'est-à-dire que quand vous pensez un poste de travail, quand vous pensez un applicatif qui va être utilisé par quelqu'un de votre équipe, c'est de réfléchir en étant en empathie avec l'utilisateur sur qu'est-ce qui fait que l'expérience que va être vécue par cette personne quand il utilise le système va être une expérience agréable, qui fait qu'il va se servir de l'outil et que du coup, il va être compétitif et créer de la valeur. Voilà, donc ces objectifs sont en évolution par rapport au Lean, mais vous avez aussi une évolution des piliers, du cœur et de la base, hein, dans lesquels on va revenir dans la partie d'après. Je fais une toute petite pause pour vérifier avec Patrice s'il y a des questions que je dois prendre ou sinon on avance. Je ne vois pas de questions pour l'instant sur le chat, mais je rappelle à celles et à ceux qui nous suivent qu'ils peuvent à tout moment saisir une question, une réaction par rapport à l'intervention de Michael. Je vous laisse poursuivre, Michael. Super. Alors, on va rentrer maintenant vraiment dans les fondations. Donc, dans les fondations, on a trois choses. On a le fait d'avoir une architecture qui soit flexible, pas seulement sur la partie flux physique, mais une architecture aussi IT, c'est-à-dire une architecture informatique qui va être suffisamment flexible pour s'adapter aux changements qu'on doit faire. Vous avez le fait d'automatiser les processus et de digitaliser les processus sur le terrain en usine. Et puis, vous avez le fait d'avoir une organisation qui soit fertile et donc d'avoir en fait à la fois sur l'organisation, le management, mais aussi sur les compétences, la capacité d'avoir suffisamment d'autonomie des équipes et d'aller tacler des problèmes qui sont liés non seulement à la compétitivité, mais aussi à la planète. Donc, premier sujet, c'est la flexibilité de l'informatique. Donc, beaucoup des PME dans lesquelles on intervient ont une difficulté, c'est qu'elles sont passées d'un monde où il y avait, dans les années 80, tout un tas d'applicatifs, à un monde beaucoup plus rigide qu'on a voulu structurer par ce qu'on appelle les gros systèmes, souvent un ERP, qui permet d'avoir une vision assez intégrée de la performance de l'entreprise et qui a ce gros avantage, du coup, d'avoir une vision assez globale. Le gros inconvénient de ces systèmes-là, c'est qu'ils sont très rigides et que du coup, ça a structuré la donnée, mais d'une manière qui est vraiment celle qui vient du fournisseur de ce logiciel ou de ce logiciel qui coûte souvent cher et qui est assez long à installer. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'on va vivre et qu'on est en train de vivre, d'ailleurs dans les entreprises qui sont les plus en pointe, le même virage que celui qu'on a vécu dans les années 80 pour la qualité. On va vivre le même en fait pour la donnée dans les années 2000. Donc ce virage de la qualité, c'était quoi? C'était quand la qualité est arrivée petit à petit dans l'organisation. Au départ, c'était plutôt une affaire d'experts. Donc, c'était les experts qui géraient le système qualité, l'ISO, etc. Et puis, petit à petit, la qualité s'est intégrée dans tous les processus. Et puis maintenant, c'est presque une évidence dans chaque entreprise que quand je vais suivre ma performance, si je suis un responsable d'équipe ou un responsable d'atelier, je ne vais pas seulement suivre le volume que je produis ou le délai, je vais aussi, bien sûr, suivre la qualité. Ça fait partie de mes fonctions de suivre le niveau de qualité et de contribuer à l'amélioration de la qualité. Le virage qu'on est en train de connaître sur la donnée, c'est exactement le même virage. C'est-à-dire qu'on vient d'un monde où en fait la donnée était réservée à quelques-uns. C'est-à-dire que c'était un monde où en fait c'est l'informatique, c'était les fonctions IT de l'entreprise qui gèrent le RP, qui gèrent l'endroit où les données sont stockées. Et c'est une sorte de boîte noire pour l'industriel. Ce monde-là est en train de se démocratiser, c'est en train de s'ouvrir. Et donc l'idée, c'est d'ouvrir le capot pour que petit à petit, chaque manager dans son quotidien ait la capacité d'utiliser toutes les données dont il a besoin, donc les données qui sont encapsulées dans la machine, les données qu'on va retrouver dans les différents systèmes, les données qui viennent tout simplement de ce que les gens vont noter sur des feuilles ou vont noter au fil de l'eau. Toutes ces données-là, elles soient accessibles très facilement et qu'on puisse travailler dessus pour aller faire la résolution de problèmes, aller créer de la valeur au quotidien, planifier plus vite, être plus agile, etc. Donc ça, on n'y est souvent pas encore. Et un des enjeux, c'est ça en fait, c'est de réussir à ouvrir le système et puis d'y accéder facilement pour transformer son système. Et le principe d'amélioration continue, de l'appliquer pas seulement sur la qualité, le délai, le coût, mais de l'appliquer aussi grâce à de la donnée ouverte qui permet de réfléchir différemment à son process industriel. Alors, comme je le disais, en fait, on vient d'un monde, et ça, c'est une codification qui n'est pas d'OPO, c'est une codification qui vient d'un cabinet qui s'appelle Gartner, d'un monde des années 90 où c'était complètement un sujet, une application, à un monde des années 2000 où c'était plutôt le système ERP qui était très rigide. Et maintenant, on arrive dans un nouveau monde où, en fait, on va avoir un périmètre fonctionnel des ERP qui va diminuer. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment interconnecter le gros système avec tout un tas d'applicatifs beaucoup plus agiles qui vont permettre de créer de la valeur sur le terrain et qui vont être aussi plus agréables à utiliser par rapport à ce que je disais sur l'expérience de l'opérateur. Comment ça se traduit en termes un peu technique d'IT? C'est qu'on avait un monde où, en fait, on avait tout un tas d'interconnexions qui étaient assez complexes. Et on arrive dans un monde où on a maintenant ce qu'on appelle des data lakes, c'est-à-dire
on veut créer une structure de données, un modèle de données qui soit unique, qui permette facilement de comprendre de quoi on parle quand on a plusieurs usines, un système industriel complexe, que les équipes aussi aillent vite et que cette donnée-là, elle soit facile à entretenir. Et en fait, cette source de données est une source unique dans laquelle les différents applicatifs vont venir s'interconnecter. Cette façon de faire, c'est vraiment la façon de faire qui fonctionne depuis des années dans le monde de la tech, qui permet d'être exponentielle et d'aller très vite. Et donc, l'enjeu pour le monde industriel, c'est de réussir à copier-coller cette façon de faire pour être aussi capable d'aller très vite sur la donnée. Alors, au-delà de cet aspect très technique sur la partie infrastructure et le modèle de données, on va bien sûr avoir un enjeu de mettre des applicatifs sur le terrain. Et ça, il y en a vraiment foison. Je vous ai mis juste quelques exemples ici, mais il y en a évidemment des tas. L'idée, c'est de se dire qu'à la fois pour les équipes de terrain, mais aussi d'une manière générale jusqu'à la direction, les fonctions support et puis jusqu'au client, on va pouvoir mettre tout un tas de briques agiles. Donc là, je vous ai mis l'exemple de Fabric, qui est une brique qui permet de faire du pilotage de performance digitalisée, de Mercatim, qui fait du pilotage des compétences digitalisées, Hoplite, qui fait de la planification industrielle. Et vous avez aussi tout un tas d'outils un peu pâte à modeler qui permettent de faire ce qu'on appelle maintenant de la BI, c'est-à-dire d'avoir des indicateurs qui sont complètement sur mesure par rapport aux besoins d'un industriel donné, que ce soit pour améliorer le process ou pour tout simplement travailler sur le pilotage en général de la performance de l'usine. Donc tout ça, ce sont des briques qui peuvent venir s'ajouter au système industriel. En général, ça ne coûte pas très cher, ce n'est pas des gros capex. C'est un mode abonnement, donc en gros, vous payez quelques euros par mois et par utilisateur, et puis vous pouvez arrêter quand vous voulez. Donc le défi, c'est que pour pouvoir mettre ces briques-là, qui sont les briques du nouveau monde, il faut avoir travaillé l'architecture, comme je l'évoquais avant. Alors souvent, on me dit, mais la question qu'on nous pose, c'est OK, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qui va être de la brique agile, ce qui va rester finalement centralisé, etc. En fait, il y a une matrice qui permet de segmenter cette approche-là, et je pourrais y revenir avec ceux qui sont intéressés. C'est de se dire, finalement, le besoin que vous avez pour un cas d'usage particulier sur le terrain, est-ce qu'il est réplicable dans d'autres entreprises? Si la réponse est oui, ça veut dire que vous allez pouvoir acheter des choses sur étagère. Si la réponse est non, ça veut dire qu'il va falloir faire du sur-mesure. Et puis l'autre axe, c'est de se dire, est-ce que ce besoin, c'est un besoin qui est critique pour l'entreprise ou pas? Donc je prends un exemple. Le calcul des besoins nets, c'est ce qui consiste en fait en termes de logistique, de se dire c'est quoi, qu'est-ce que je dois lancer comme ordre de fabrication, à quel moment, etc. C'est quelque chose que toutes les boîtes industrielles doivent faire. Donc ça, forcément, ça va être en haut à droite parce que c'est réplicable entre business et c'est quelque chose qui est très stratégique. Donc forcément, sur un sujet comme ça, vous allez prendre un gros système. Par contre, quand vous avez quelque chose qui est très terrain, qui va être très spécifique, qui a un cas d'usage unique dans votre usine, donc par exemple, cette semaine, j'étais dans une boîte agroalimentaire qui cherchait à mesurer tout simplement des temps passés par opérateur sur une activité bien précise de tri, parce qu'il y a beaucoup de tri qui est fait en ce moment pour des problèmes de qualité. Ce problème-là est un problème assez local, peu stratégique, qui n'est pas forcément réplicable partout. Là, vous allez plutôt vous développer votre propre applicatif avec des solutions très, très simples qui existent sur le marché et qui permettent, avec vos propres équipes, de développer votre solution. Alors, peut-être un exemple. Parce une question, Michael, pardon, ouais. L'achat sur étagère, vous pouvez revenir sur cette notion? Ce que j'appelle l'achat sur étagère, c'est tout simplement d'aller chercher ce qu'on appelle des SaaS, donc Software as a Service. C'est un grand principe aussi du monde de la tech, c'est de se dire que vous allez, comme vous achetez, si vous voulez, sur votre iPhone, des applications, c'est la même chose. Vous allez faire la même chose pour votre usine. Donc, par exemple, si je prends un Fabric, allez mettre en place de la digitalisation de vos tableaux blancs qui permettent de faire du pilotage de performance en usine. Ça va coûter peut-être 1 million d'euros par site et par an. Donc, c'est quelque chose qui est assez peu coûteux. Donc, c'est un abonnement. Donc, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Vous payez dès que vous commencez à l'utiliser, mais vous pouvez arrêter. Et ça, à mettre en place, ça prend quelques jours. En 3-4 jours, la solution est en place et il y a de l'usage. Par rapport à un système ERP qui va mettre 1 an, qui va coûter plusieurs millions, etc. Donc, c'est ça la différence entre… Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Si, merci pour cette précision. Parfait. Alors, je ne sais pas si du coup je repartage. Tac. Vous voyez bien mon écran à nouveau? Pascal, c'est bon? On voit bien votre écran, oui. D'accord, super. Alors, jusqu'à quelle heure les 45 minutes courent, Pascal, jusqu'à 11h, c'est ça? C'est ça. Ouais. Exactement. Okay. Il reste un quart d'heure, donc je vais surtout donner des exemples, je pense, parce que j'ai pas mal parlé de théorie. Donc, un exemple, c'est chez Lizzie Aerospace. Donc, la personne que vous voyez là, c'est Grégory Fréva, donc c'est le directeur du site de Saint-Ouen-l'Aumône. Lui, ce qu'il dit, c'est je veux des solutions aussi simples à utiliser qu'un smartphone. Donc, ce qu'ils ont fait chez Lizzie, c'est qu'ils avaient déjà un système de production assez mature avec ce qu'ils appellent des PSM. Donc, vous savez, c'est ce système d'escalade où vous avez
un pilotage avec les opérateurs et les équipes de terrain, chaque équipe. Donc, vous parlez d'indicateurs et puis de résolution de problèmes. Vous avez un niveau 2 où vous faites ça au niveau de l'atelier, un niveau 3 où vous faites ça au niveau de l'usine. Donc ça existait, mais c'était un mode vraiment où chaque jour, vous veniez analyser la performance de la veille. Et donc, vous étiez plutôt en regardant dans le rétroviseur et donc avec une réactivité qui était bonne, mais qui était perfectible. Cette révolution digitale a permis, c'est d'avoir une réflexion beaucoup plus en temps réel. Où en fait, on est venu justement ajouter ce que je disais tout à l'heure, donc une brique comme Fabric qui va permettre à la fois d'avoir ce pilotage-là, mais digitalisé. Et en plus de ça, un aspect temps réel où vous avez des indicateurs qui ont été remontés par le terrain, hein, donc à la fois qui viennent des machines, qui viennent des différents systèmes existants, etc. Où vous avez maintenant sur le smartphone, à la fois de Grégory, mais de ses responsables d'atelier, ses chefs d'équipe, une vision en temps réel de la performance. Vous avez même un suivi de certaines machines critiques sur où est-ce qu'elles en sont dans leur plan de production par rapport à ce qui est prévu, de l'adhérence au planning, des principaux problèmes qui ont été rencontrés par les équipes qui vont saisir en temps réel les problèmes qu'elles rencontrent, etc. Donc, le voyage, en fait, que Grégory a fait, c'est d'abord de revoir les process avant de les digitaliser. Donc, ça ne sert à rien de digitaliser du gaspillage. Donc, en fait, c'est d'abord d'avoir une vue des process qui soit assez robuste. Ensuite, d'adapter les compétences. Donc là, il a fait un mélange. Il a à la fois adapté les compétences en interne, en ayant cherché des gens qui étaient de l'IT, de l'EASY, mais aussi en s'appuyant sur des startups. Hein. Donc, il a pris un peu des deux. De définir de quelles applications il avait besoin sur le terrain. Et ensuite, de trouver le bon compromis entre local et global. Ça veut dire qu'on va à la fois mettre des applicatifs sur le terrain, mais on ne va pas oublier quand même que dès qu'on met un applicatif sur le terrain, il faut penser passage à l'échelle. C'est-à-dire qu'il faut penser comment est-ce que je vais connecter cet applicatif-là avec ma base de données existante, qui souvent est complexe dans les systèmes industriels. Donc, de réfléchir tout de suite à la nouvelle structure de données, et puis de réfléchir à comment est-ce que je déploie sur mon usine, mais aussi sur le reste du groupe. Voilà, donc ça se fait pas à pas. Il est encore au milieu de la transformation, mais il y a un certain nombre de gains qui commencent à apparaître, et c'est une des usines qui est vitrine de l'industrie du futur en France. Un autre exemple, c'est chez Schneider Electric. Donc, eux, chez Schneider Electric, c'est un exemple intéressant sur la partie plutôt organisation fertile. Ils ont décidé de s'attaquer à la question environnementale et de le faire aussi grâce au digital. Donc, pour eux, l'enjeu, il est à la fois d'aller, bien sûr, faire des gains sur la consommation d'énergie, sur le process industriel, hein, sur les gaspillages de matière, etc. Mais c'est aussi une question d'attractivité. Ce que dit Valérie, là, que vous voyez en photo, hein. Virginie, pardon, je ne sais pas tout faire, donc je préfère m'entourer de jeunes qui vont beaucoup plus vite que moi. Et pour être attractif, aujourd'hui, c'est à la fois avoir des outils qui ressemblent à ceux qu'on utilise à la maison, et puis c'est aussi s'attaquer aux problèmes environnementaux. Donc, la manière avec laquelle ils attaquent ce sujet-là, c'est d'abord sur la partie par quel sujet je commence, c'est plutôt des sujets qui sont loin du process. Donc, d'abord, réduire la consommation des bâtiments, puis le process industriel, puis je remonte à la conception produit, et puis ensuite, je vais carrément penser de nouvelles solutions clients qui sont tournées vers la planète. Donc, c'est vraiment un voyage qui partait de choses qui sont assez loin du business vers des choses beaucoup plus business. Et puis, sur les outils, c'est d'abord du monitoring. Donc, je vais mesurer, grâce à du digital, la consommation d'énergie. Petit à petit, je vais mettre du pilotage en temps réel, comme je l'évoquais chez Lizzie, hein, mais là, c'est du pilotage notamment sur combien consomme chaque machine en source d'énergie, etc. Commencer à faire des gains structurels, et puis petit à petit, aller vers quelque chose de plus structurant, qui est l'économie circulaire, c'est-à-dire quand je développe un nouveau produit, d'entrée de jeu, je vais réfléchir à comment est-ce que je mets de la circularité dans ce nouveau modèle d'affaires. Alors, il reste 10 minutes, donc je vais passer au cœur et au pilier. Et pareil, je vais plutôt me focaliser sur des exemples que sur de la théorie. Donc, tout simplement… Juste une petite question, ouais. Michael, j'en profite, elle concerne l'un des points que vous venez d'aborder. Question d'un de nos internautes, comment compiler toutes les datas entrées-sorties avec la multiplicité des applications locales? Ouais, c'est effectivement une des grosses complexités. En fait, la bonne manière de le faire, en tout cas nous, celle qu'on préconise et qu'on applique, c'est que si vous essayez de le faire de manière massive en ayant d'abord, je fais une vision globale et je vais tout transformer d'un seul coup, c'est quasiment impossible à faire puisque ça va prendre énormément de temps et vous allez retomber dans ce qu'on appelle le gros cycle en V, qui est la façon qui est classique de mettre en place, par exemple, un gros système comme le RP. Donc en général, ce qu'on fait, c'est que on réfléchit ce qu'on appelle un plan d'occupation des sols. Donc on va réfléchir à déjà comprendre. Aujourd'hui, c'est une sorte de mapping, si vous voulez, des systèmes existants informatiques. Donc, c'est vraiment une cartographie des systèmes. Et la même chose, le pendant côté données, donc de mapper les données existantes dans les différents systèmes et à quoi servent les données, etc. Donc, où est-ce qu'elles sont stockées, donc une sorte de standardisation de la donnée.
Une fois que vous avez fait ça, vous avez la vision actuelle. Il est intéressant de définir une vision cible. Donc, mais c'est une vision qui reste une vision papier de comment est-ce qu'on voudrait structurer nos données. Donc, je prends un exemple concret, le TRS, par exemple, qui est un métrique classique de mesure de performance de machine. Souvent, en fait, le problème, c'est qu'il y a plusieurs façons de mesurer le TRS sur plusieurs machines, dans plusieurs usines et tout. Donc, la première des choses, c'est de réfléchir à comment je standardise cette donnée-là. Donc, il va y avoir une réflexion sur quelle est la vision cible de chacune des données. Ça, c'est une réflexion qui se fait par groupe multi-métiers, à la fois le méthodiste, le producteur, le maintenancier, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Et par contre, dans la façon vraiment de transformer la donnée de l'état actuel vers l'état futur, on va le faire brique par brique pour que ça ait de l'impact tout de suite et pour éviter d'avoir un truc qui est très long. En mode agile, donc par exemple le TRS, on va commencer sur une machine et on va tout simplement commencer à standardiser un type de données ou deux types de données. Donc par exemple le pointage des opérateurs et le taux de rendement statique de la machine. Donc cette donnée-là, on va la standardiser pour ce cas d'usage-là, pour cette machine-là. Ensuite, on va passer à l'échelle sur ce sujet-là, sur toutes les machines de l'atelier, puis toutes les machines de l'usine, puis toutes les machines de toutes les usines sur TRS et pointage de l'opérateur. Et donc, on aura nettoyé, entre guillemets, cette donnée-là pour l'ensemble du système. Et donc, on va pouvoir commencer à stocker cette donnée dans une brique de data lake qui va être juste sur cette application-là. Et puis ensuite, on va passer à la donnée suivante, et à la donnée suivante, et à la donnée suivante, etc., etc. Le gros avantage de cette méthode, c'est que vous avez tout de suite un impact parce que dès que vous commencez à travailler sur le sujet, vous allez gagner de la performance sur ce sujet-là. Et en même temps, vous commencez à nettoyer votre système, mais brique par brique. Versus, je prends l'ensemble de ma problématique et j'essaie de tout transformer d'un coup, où en fait, vous êtes sur un long voyage qui va prendre plusieurs années, et en fait, vous voyez l'impact dans plusieurs années, donc vous découragez tout le monde. Et en fait, en cours de route, vous avez arrêté, vous êtes passé à autre chose parce que vous n'avez pas un gain qui est immédiat. Je ne sais pas si c'est clair, mais… On verra si c'est Jean-François Beau, je crois, qui posait la question, souhaite compléter sa question et si vous avez pleinement répondu à ses attentes. On vous laisse poursuivre et terminer du coup votre présentation, Michael. Oui, je repartage. Et c'est une problématique complexe. C'est là-dessus que la plupart des industriels butent. Donc, alors, Michael, on ne vous entend plus. On vous entend beaucoup moins, en tout cas. Ah, désolé. Ça va comme ça? Voilà, c'est mieux. Okay. Merci. Donc, le cœur et les piliers. Donc, je fais vite pour expliquer, puis après, je vais dans les exemples. Le cœur, c'est de dire que on passe du lean à l'hyper. Le passage du lean à l'hyper, ça veut dire qu'on va avoir des principes qui sont les mêmes. C'est-à-dire que je fais plutôt par le terrain, par petits pas, c'est ce que j'évoquais avant, donc amélioration continue. Mais en même temps, en termes d'état d'esprit, on va avoir un gros changement, c'est qu'on se donne droit à l'erreur. On va avoir des équipes qui sont hybrides, donc il faut avoir à la fois des équipes d'amélioration continue, et c'est aussi une partie de la réponse à la question d'avant, mais aussi dans l'équipe, il faut absolument avoir des gens de l'IT, donc de l'informatique, qui soient embarqués dans l'équipe d'amélioration continue. Et aussi, j'ai une focalisation qui est plutôt sur l'usage. C'est-à-dire que quand je mets en place un nouveau système, un nouvel applicatif, la seule règle qui doit me faire dire que c'est un succès, c'est est-ce que c'est utilisé, donc quel est l'usage. Et le Graal, c'est ce qu'on appelle l'effet brosse à dents, c'est-à-dire qu'un applicatif il doit être utilisé plusieurs fois par jour. Et ensuite, est-ce que cet usage permet d'avoir bien sûr l'impact qu'on attend en termes de compétitivité. Donc ça veut dire que c'est de l'amélioration continue augmentée par ces principes que je viens d'évoquer. Donc, pour faire ça, on a le même principe que dans le lean. On va chasser des gaspillages au quotidien, sauf que les gaspillages qu'on va chasser, ils sont augmentés de la partie digitale. Donc, je vais chasser tous les endroits dans l'usine où j'ai une mauvaise expérience utilisateur. Donc, on a encore beaucoup d'usines où on a des AS400, des vieux systèmes qui ressemblent à des Minitel, où les gens sont très frustrés parce qu'en fait, ils ont l'impression d'être 30 ans en arrière. Et c'est ce qui fait aussi que les jeunes n'ont pas envie d'aller dans les usines. L'indécision, typiquement, par exemple chez Tesla, mais c'est aussi le cas dans les boîtes qui sont les plus en avance, la décision se prend très très vite et souvent au plus tard dans la journée. Éviter les silos, donc ça c'est dans les organisations qui sont notamment centralisées, multisites, etc. C'est de se dire comment est-ce que je décloisonne le travail entre fonctions pour aller très vite et pour avoir un produit qui apporte le plus de valeur possible au client en ayant le minimum de friction entre la supply chain, la production, le développement, etc. Les données inexploitées, c'est un autre exemple de gaspillage qu'on voit beaucoup sur le terrain et ça répond aussi à la question d'avant. Il y a beaucoup de données aujourd'hui qui sont encapsulées dans les machines qu'on ne va pas aller chercher parce qu'elles sont dans les automates industriels ou elles sont dans des couches qui sont difficiles à accéder. Donc, comment est-ce que je fais pour utiliser ces données-là pour aller créer de la valeur? Et puis à gauche, vous avez des gaspillages plus classiques qui viennent du lean, qui sont les gaspillages qu'on va continuer bien sûr à chasser pour être plus réactif et plus agile. Donc ça, comment est-ce que ça… C'est juste un petit exemple. Là, c'était une usine qui fabriquait du lait. J'ai pris cet exemple-là parce que je le trouve intéressant. La personne avec qui j'avais passé la journée, elle devait saisir la même donnée dans 3 systèmes différents, la même donnée encore sur une feuille de papier. Et à la fin,
Elle prenait une photo de l'écran sur lequel elle était dans la salle d'à côté. Et avec son iPhone, donc qui était son iPhone personnel, avec la photo qu'elle avait prise, elle venait ressaisir en fait dans un quatrième système la même donnée qui était une donnée qualité sur la provenance du lait des laiteries du voisin, quoi. Enfin du voisinage, pardon. Donc c'est juste un tout petit exemple, mais c'est en fait c'est vraiment le vécu de beaucoup d'opérateurs en usine. C'est ce côté ressaisie. Donc c'est à la fois pas agréable en termes d'expérience pour l'opérateur, mais c'est aussi un risque sur la donnée, puisque plus vous saisissez de fois la même chose, plus vous avez des risques de vous tromper tout simplement. Donc c'est un petit exemple. Et du coup, pour traiter ça, ça va être de reprendre tout le cheminement de cette donnée-là, à quoi elle sert, etc. Et puis de réfléchir différemment pour mettre le bon applicatif qui fait qu'on saisit une seule fois la donnée, elle est stockée une seule fois, elle est standardisée et c'est simple. Alors, quelques exemples. On a chez Somfy, là, c'est Olivier Mao. Lui, ce qu'il dit, c'est la clé, c'est l'audace et la confiance. Donc, chez nous, ça change tout le temps. Il dit qu'il faut s'adapter tout le temps. Et donc, la seule façon d'y arriver, c'est d'avoir des sortes de squads, des équipes qui marchent en mode relativement autonome sur le terrain et qui sont capables de faire de l'amélioration par l'usage, en partant, comme je disais tout à l'heure, de une machine, puis deux machines, puis multi-machine, multi-usage, et de faire de l'amélioration en continu, comme ça, en utilisant la brique amélioration continue classique et la brique informatique en plus. Donc, vous voyez qu'il a amélioré son TRS, il a amélioré son taux de rebut de manière assez significative depuis qu'il a commencé ce voyage-là. Un autre exemple, c'est une PME cette fois. Et là, on arrive sur un des deux piliers. C'est le pilier qui est relatif au flux. Donc, au flux. Donc, on passe du juste à temps, qui était le lean, au flux en temps réel, ce qu'on appelle les flux pulsés, c'est-à-dire qu'on va essayer de se connecter le plus possible à son client. Donc, ce qui a été fait là, dans cette entreprise qui s'appelle Diam Bouchage, qui est près de Montpellier, ils fabriquent des bouchons donc, qui ont la qualité de ne pas pouvoir, ne peuvent pas être bouchonnés. Donc, ils ont un brevet particulier là-dessus. Et en fait, ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont fait un configurateur. Donc, ils vendent à des vignerons, donc à des viticulteurs. Ils ont fait un configurateur pour que le viticulteur puisse directement sur un smartphone puisse configurer son bouchon avec son logo, enfin son blason, etc. De manière très simple. Et en fait, la force du système, c'est qu'il a réussi à connecter ce configurateur directement au modèle de données de l'usine, ce qui fait que quand vous avez votre client qui va rentrer cette donnée dans son configurateur, en direct, vous avez l'usine qui va recevoir un ordre de fabrication avec la bonne donnée, le bon plan, et qui va pouvoir immédiatement commencer à produire le bouchon pour ce viticulteur. Donc évidemment, vous allez raccourcir les délais. Et puis, vous avez surtout un client qui est très content parce qu'il va gagner du temps. C'est agréable parce que ça se passe sur le téléphone et ce n'est pas dans un vieux système, etc. Autre exemple sur le pilier, le deuxième pilier qui est le pilier qualité, c'est ce qu'a fait Anne Vetter chez Velum, qui est une solution d'éclairage. Ce qu'a fait Anne Vetter qui est intéressant, c'est qu'elle devait acheter en fait une cabine. Enfin, elle avait un problème de time to market, c'est-à-dire qu'elle sous-traitait la peinture et ça rallongeait ses délais, en fait, puisque, comme vous le savez tous, quand vous avez des boucles de sous-traitance, souvent, le temps que vous sortiez votre heure de fabrication, que ça soit transporté, que ça arrive dans la file de votre sous-traitant, etc., vous avez souvent un délai qui est rallongé. Donc, elle, son objectif, c'était de réduire le délai. Et donc, elle a voulu acheter une cabine de peinture. Le problème qu'elle a eu, c'est que cette cabine de peinture, elle ne pouvait pas la charger à 100%. Donc, elle a fait un investissement en mode ouvert, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle a investi sur cette cabine de peinture, mais elle a ouvert cette cabine à son écosystème local. Et donc, elle propose toujours d'ailleurs aux PME de son écosystème d'utiliser la capacité de sa peinture, de sa cabine, quand elle ne l'utilise pas. Donc, avec ses partenaires locaux, elle va réussir à charger sa cabine et donc d'amortir son investissement plus rapidement. Et donc, ça lui fait gagner du délai de passage à elle et ça lui permet en même temps d'avoir tout simplement une cabine de peinture dernier cri pour proposer des choses plus intéressantes à ses clients en sous-traitant une partie d'activité. Voilà, je vais peut-être zapper la partie méthode, parce que sinon on ne pourra pas prendre les questions, et j'y reviendrai peut-être dans les questions, mais dans la méthode, il y a évidemment aussi tout un tas d'enjeux qui sont importants. Alors peut-être Patrice, est-ce qu'il y a des questions? Et sinon, je continue sur la méthode. Il y a une question de Jean-Marc Denis qu'on va entendre tout à l'heure, mais qui me paraît tout à fait intéressante sur l'influence de tout ce que vous venez de nous dire sur la gestion des compétences dans l'entreprise. Il s'interroge au final sur l'évolution des métiers de l'industrie. Oui. Alors, c'est évidemment la question fondamentale, parce que vous avez, cette question-là, elle est valable pour les métiers du futur, mais elle est aussi valable pour les métiers d'aujourd'hui. Moi, tous les patrons industriels que je rencontre, leur premier problème, c'est recruter des maintenanciers, des usineurs, des tourneurs, des fondeurs, des chaudronniers. Donc oui, alors, du coup, il y a deux problèmes. Il y a un problème qui est plus un problème pour moi institutionnel quasiment en France. Et c'est pour ça que nous, au PE, on essaie de militer pour
Pour communiquer de façon positive sur l'industrie, c'est de convaincre les jeunes que l'industrie, c'est un secteur super intéressant et que dans les années qui viennent, ça sera super intéressant de bosser dans l'industrie. Donc ça, c'est plus pour les métiers actuels. Et puis que les filières, bien sûr, qui ont eu tendance à être un peu décriées et mal valorisées, en fait, je pense, par les médias, reviennent en puissance. Hein. C'est-à-dire, être maintenancier industriel aujourd'hui, c'est un métier qui est passionnant. Hein. C'est quasiment l'équivalent de faire du code informatique, hein, parce que vous êtes amené à intervenir beaucoup sur l'automatisme industriel, etc. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est comment… Recruter par l'apprentissage, à développer encore et encore, nous dit Jean-François Beau. Voilà, exactement. Et je pense que ça… C'est une bonne voie, en effet. C'est ça, et c'est pas un problème simple. Donc, je suis pas en train de vous dire que c'est une solution qui va arriver comme ça de manière magique, mais c'est vraiment un voyage sur lequel la France doit, à mon avis, s'engager beaucoup plus massivement. À mon avis, c'est déjà commencé depuis une dizaine d'années, mais il faut qu'on accélère encore. Parce qu'en plus, c'est un endroit où il y a du travail. On a du chômage en France et il y a des métiers super intéressants où il y a du boulot. Donc, c'est un peu du gâchis. Le deuxième sujet, c'est les compétences du futur. Et sur ce sujet-là, c'est effectivement complexe. C'est à la fois comment je profite des talents qui existent, parce qu'en France, si on prend l'exemple de la France, ces talents existent en fait, mais où est-ce qu'ils sont? Ils sont plutôt dans les métropoles, donc typiquement à Lyon, à Paris, à Toulouse, à Strasbourg, un petit peu à Châlons aussi, et c'est tant mieux, mais ils sont quand même plutôt dans les villes en fait, et les usines, elles sont plutôt soit dans les villes de 20 000 habitants, soit carrément dans la campagne. Donc, comment est-ce que je profite de ces talents-là? Donc, il y a une option qui est de s'ouvrir à l'extérieur, comme je le disais, c'est-à-dire d'être capable de travailler avec des startups. Mais pour ça, il faut avoir une architecture qui soit assez ouverte pour que vous puissiez justement venir ajouter des briques d'intelligence, entre guillemets, qui ne sont pas de chez vous, mais qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est ce que fait aussi d'ailleurs Tesla. Hein. Tesla utilise beaucoup l'extérieur pour innover. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est en interne, puisque l'idée, c'est quand même aussi de faire évoluer, bien sûr, les compétences internes sur la partie vraiment terrain, etc. C'est d'être capable de former ces équipes à ces nouvelles briques, à la fois donc, dans les fonctions classiques, production, logistique, etc. Donc, de les faire évoluer pour qu'en plus de leur métier classique, ils aient cette connaissance de la donnée, etc. Donc, ça, c'est de la formation, hein, de la formation classique. Et puis, c'est avec l'usage de ces nouvelles applicatifs qu'on progresse. Et puis par ailleurs, d'être capable de manière assez structurée, de revoir tout simplement son plan de compétences et de gestion des compétences globales quoi, de l'entreprise pour, dans les fonctions support notamment, être capable de fournir les compétences plus adaptées. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que dans ce nouveau monde du digital, il y a beaucoup d'intelligence qui est centralisée. C'est-à-dire que quand vous devez, par exemple, chez OPO, je ne l'ai pas dit au départ, mais on est à la fois un cabinet de conseil, mais on est aussi un startup studio. Donc, on lance aussi des startups. Et moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est qu'en fait, la plupart des choses, des briques technologiques qu'on utilise existent déjà. C'est-à-dire qu'il y a peu de choses qu'on redéveloppe. Par exemple, si vous voulez être capable de faire de la reconnaissance vocale, si vous voulez être capable de faire des algorithmes prédictifs, etc., la plupart du temps, vous n'allez pas redévelopper ça. En fait, vous allez utiliser en mode abonnement des solutions qui existent déjà chez Google, qui existent déjà chez Facebook, qui existent déjà ailleurs. En fait. Donc, l'idée, c'est d'avoir suffisamment de connaissances justement de ces solutions existantes. Mais en fait, la partie R&D de cette partie digitale, elle est souvent faite par déjà des gros acteurs et vous allez l'acheter en fait en mode abonnement. Et vous, la complexité, c'est plutôt de bien utiliser ces briques pour avoir des solutions qui soient faciles à utiliser par vos équipes à vous. Et donc, la compétence que vous devez avoir en interne, elle n'est pas aussi importante que ce qu'il va y avoir justement chez ces gens-là qui ont des data scientists et qui seront toujours capables de toute façon d'innover beaucoup plus qu'une entreprise industrielle. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Jean-Marc Denis nous le dira. Je voulais juste rebondir sur un propos que vous avez tenu sur le fait que les compétences tech aujourd'hui se trouvent principalement dans les métropoles, mais en même temps, vous nous avez dit tout à l'heure que dans un certain nombre d'endroits du monde, à Shenzhen par exemple, ou dans la Silicon Valley, les techs se développaient sur un terreau qui était un terreau industriel, avec des territoires avec une forte tradition industrielle. Si on ramène ça à la France et en particulier à la région où nous nous trouvons, la Bourgogne-Franche-Comté, dont on sait ou on ne sait pas d'ailleurs quelle est la région de France où la part de la population industrielle est la plus importante dans la population active, il y a des pôles industriels extrêmement importants, Chalon, Le Creusot en sont, Montbard, Belfort, Montbéliard bien entendu. Est-ce que ce sont des territoires qui ont toutes leurs chances demain? C'est-à-dire, est-ce qu'on voit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Oui, moi, je crois. On n'est pas en métropole, mais on a une histoire. Bien sûr. Et moi, je pense au contraire que ce sont les territoires où on doit voir naître en France ces nouveaux écosystèmes. Et ça commence déjà d'ailleurs. Hein, et c'est assez largement
poussé par toutes les initiatives qui ont eu lieu depuis quelques années politiquement. Je ne parle pas que des initiatives nationales, il y a plein d'initiatives en région, sur les métropoles, justement. Enfin, ça grouille pas mal, il y a les territoires d'industrie, donc il y a beaucoup de choses qui sont lancées. Donc je pense que clairement, en tout cas en France, on prend la bonne trajectoire. Simplement, on a quand même un héritage, malheureusement, de 30 ans où on n'a pas fait grand-chose sur l'industrie. Donc, parce qu'on avait considéré dans les années 80 qu'on était plutôt un pays qui allait migrer vers du service et qu'en gros, l'industrie, ça allait inexorablement repartir ailleurs. Donc, on a, à mon avis, la bonne dynamique, mais par contre, beaucoup de rattrapage à faire. La bonne nouvelle, quand même, c'est que là, par exemple, où les Allemands sont très forts sur la partie automatisation, robotisation, ce n'est pas forcément que de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que la robotisation est un enjeu et il faut continuer à accélérer. Mais ceci étant dit, là, on n'est pas en train de parler de robotisation, on est en train de parler vraiment de logiciel. Et sur le logiciel, en France, on a la chance d'avoir plutôt des ingénieurs qui sont plutôt forts sur le logiciel, des bons techniciens. On a d'ailleurs des startups qui sont plutôt, enfin, on est un des écosystèmes de startups plutôt avancés. Donc, je pense que sur cette partie logicielle, en France, on a vraiment à quoi jouer. Et dans des écosystèmes comme Chalon, typiquement, comme la Bourgogne et la Franche-Comté, oui, évidemment, c'est un terreau qui peut être tout à fait fertile si on arrive à hybrider les deux mondes, en fait. Parce que je suis absolument persuadé que sur l'écosystème, il y a tout un tas de startups, comme un peu partout en France. La question, c'est comment est-ce qu'on flèche ces startups pour qu'elles ne soient pas seulement au service du B2C et de faire la énième application pour vendre des pizzas en moins de 3 secondes, mais d'avoir des startups qui se mettent aussi au service du monde des usines. Et enfin, nous, chez OSS, chez OPO, là, qui faisons des startups pour le monde industriel, je peux vous dire que si vous avez 20 ans et que vous voulez faire une startup, c'est là qu'il faut la faire. Hein. C'est sûr, c'est un océan bleu. Il y a des millions de choses à faire. Donc, n'allez pas sur des applicatifs de la vie quotidienne où vous allez vous confronter à des géants qui sont 15 fois plus puissants que vous. Allez sur ce monde industriel où finalement, il n'y a pas grand monde. Il y a les quelques fournisseurs de machines qui essayent de s'y mettre, mais qui sont plutôt sur une couche assez gros système, grosses machines qui vont bien correspondre à certains besoins. Mais sur toute la couche de terrain, qui consiste à faire des applicatifs agiles pour l'opérateur, pour le chef d'équipe, pour le chef d'atelier. Il y a plein de choses à faire. Et je sais qu'il y en a d'ailleurs hein, dans votre écosystème à Chalon qui font ça. Et en fait, on pourrait en faire encore beaucoup, beaucoup plus. Une question de Rodolphe Ullmann que j'aime bien. J'aime bien la question de Rodolphe Ullmann. Il vous remercie, Michael, pour ces exemples et cette vision du manufacturing, mais il pose une question très concrète, donc je vous la relais. Il dirige une entreprise industrielle classique, dit-il entre guillemets, de 30 à 40 personnes, comme on en voit beaucoup. Il est bien conscient du fait qu'il est indispensable d'aller vers la transformation digitale. Sa question, tout simplement, c'est par quoi je commence? Ouais. Ça, évidemment, c'est la difficulté. Alors, la recommandation, c'est de commencer par, comme je disais tout à l'heure, par des choses simples. Il y a une première question, c'est vers quoi vous... Il y a vraiment deux branches que vous pouvez prendre. Une branche qui est structurante, qui est est-ce que je vais plutôt utiliser le digital pour revoir mon modèle d'affaires ou est-ce que c'est de la compétitivité? Et vous pouvez faire l'un ou l'autre ou les deux. Et ça dépend de votre marché et de où est-ce que vous êtes. Hein. Typiquement, si vous êtes sur un marché qui est très B2C, la branche modèle d'affaires va probablement être juteuse rapidement et c'est tout le monde du luxe, le monde des biens de consommation forcément être obligé de se révolutionner parce qu'ils se retrouvent face à des Amazon, etc. Donc, cette branche-là, il faut la prendre assez vite. Si vous êtes sur du B2B, vous pouvez avoir un peu plus de temps ou ça peut être moins urgent de se mettre sur cette branche-là. La branche compétitivité, donc qui est la branche du bas, là, la bonne façon de s'y prendre, c'est de commencer plutôt par le terrain. Parce qu'en fait, si vous faites un plan par le haut, vous n'allez jamais avoir l'adhésion des équipes. Donc, c'est plutôt de repartir des cas d'usage assez simples de terrain. Donc, j'ai cité l'exemple tout à l'heure du TRS, il y a l'exemple de comment digitaliser mon pilotage de perf, faire de la maintenance prédictive. Enfin, ça va dépendre de votre secteur, évidemment, et de vos enjeux business. Hein. Donc, de bien connecter un cas d'usage terrain, mais qui connecte avec votre enjeu business. Donc, est-ce que c'est de la réactivité, de l'agilité, de la compétitivité? Ça va dépendre de votre secteur et de votre contexte. Et une fois que vous avez identifié ce cas d'usage, comme je le disais tout à l'heure, et c'est vraiment ce que font bien les startups, parce ce qu'on connaît mal du monde de la startup, c'est que on les voit une fois qu'ils émergent. Donc, on voit Uber, on voit Airbnb, etc. Mais au départ, on commence très petit et sur un sujet très étroit. Donc, par exemple, Uber, ils ont commencé par une rue à San Francisco. Ils ont vérifié qu'il y avait de l'usage entre les gens qui ont besoin de taxi et les taxis. Ils ont amélioré jusqu'à ce que sur la plateforme, dès que vous alliez dessus, vous aviez un taxi en moins de 2 minutes, etc. Et une fois que cette rue, c'était bon, ils sont passés à une ville, puis 2 villes, puis 3 villes, puis un pays, puis etc. Donc là, c'est la même chose sur une usine. C'est d'abord un poste de travail, un cas d'usage, une personne. Vous travaillez jusqu'à ce que la personne soit contente et ait envie d'utiliser votre applicatif tous les jours et que ça marche très bien, que vos données soient structurées et tout pour cette personne, ce cas d'usage. Et ensuite, vous allez réfléchir à la ligne de production et ensuite, vous allez réfléchir à l'usine, etc. Et vous allez passer à l'échelle. Et donc, c'est de prendre ça comme ça. Donc, on peut faire un diagnostic assez global pour se dire quels sont tous les cas d'usage potentiels et du coup, combien ça rapporte, etc. Mais une fois que vous avez fait ce diagnostic, dans le passage de la mise en œuvre, c'est vraiment de le prendre cas d'usage par cas d'usage, d'aller assez vite
pour chacun, mais du coup d'embarquer les équipes petit à petit et de connecter à la stratégie d'entreprise. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça rend possible la chose, quelle que soit la taille de l'entreprise. Parce qu'on vous a entendu tout à l'heure citer des exemples de grands groupes. Alors, on a envie de se dire, bon, ils ont les moyens, hein, ils ont le staff, ils ont les moyens en interne. Mais la PME, voire la TPE, peut aussi, elle n'a peut-être pas les mêmes moyens, mais elle a l'agilité. C'est comme ça qu'on pourrait dire les choses. Oui, et d'ailleurs, moi, je vois des PME qui réussissent mieux que des groupes hein, sur ce sujet. Parce que vous dites les grands groupes ont tous les moyens, c'est vrai, en théorie. En pratique, il y a beaucoup de groupes qui y arrivent pas, en fait, hein, qui sont un peu embourbés dans des gros plans de transformation digitale qui sont pris par le haut et qui, du coup, quand vous allez sur le terrain, il ne se passe rien parce qu'en fait, c'est trop compliqué et c'est trop long. Et qui aussi ont des problèmes de compétences. Même les groupes ont des problèmes de compétences. Donc, en fait, la PME n'est pas forcément désavantagée par rapport au groupe là-dessus, parce qu'il y a peut-être un peu moins de complexité justement du côté multisite et tout. Et puis, il y a l'agilité, comme vous disiez. En fait, dans une PME, en général, quand vous avez convaincu le dirigeant et les quelques personnes clés que ça fonctionne et que les gens sur le terrain sont contents, ça va très, très vite à mettre en œuvre. Et donc, il peut y avoir un usage qui est beaucoup plus rapide, en fait. Trois petites questions pour terminer notre séquence. Michael, merci d'avoir joué le jeu. Pouvez-vous quantifier le gain structurel dans votre exemple Schneider Electric? Question voilà, d'un des participants à notre matinée. De manière plus générale, si j'élargis la question, c'est comment on quantifie effectivement, comment on évalue les résultats de cette bascule vers le nouveau modèle que vous nous avez décrit. Oui. Alors, il y a bien sûr, comme je le disais, ça dépend du sujet qu'on veut traiter au départ, parce que ça reste, l'idée, c'est que le digital reste au service, bien entendu, de la stratégie de l'entreprise. Mais si on prend des exemples concrets, des exemples qu'on a été amenés, nous, à traiter chez OPO, par exemple récemment, on accompagne une boîte agroalimentaire qui a plusieurs sites. Et là, un des sujets, c'était plutôt de faire de l'efficience, parce que malheureusement, en période de Covid, difficulté sur la base de coûts. La mise en place de plusieurs cas d'usage sur le terrain, ça a permis de mieux piloter en fait, les lignes, et notamment les micro-arrêts, les ralentissements, les temps de changement de série, et de faire de la résolution de problèmes accélérée. Et ça a permis de gagner, en tout cas sur cette chaîne de valeur-là, 10 points de productivité sur 6 mois. Donc, c'était assez coup de poing, assez transformant hein, sur la partie efficience. Ensuite, si on pense plutôt à la partie environnementale, et Schneider, ils ont plutôt pris pour le sujet environnemental au départ. Les gains qui ont été faits chez Schneider, c'est d'abord des gains plutôt sur les consommations d'énergie dans un premier temps. Donc, consommation d'huile, consommation d'air comprimé, consommation d'électricité, etc., etc. Et ensuite, le deuxième volet, ça a été plutôt une réduction des CAPEX. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient, grâce à un meilleur monitoring, en fait, capables d'investir mieux, en fait, à la fois sur la partie nouvelles machines pour la gestion de l'énergie, mais aussi d'une manière générale pour les machines de production. Donc, une meilleure connaissance du process qui permet de mieux investir, souvent sur des machines donc parfois plus petites, plus agiles. Mais en tout cas, une meilleure connaissance du process permet de mieux investir. Donc, c'est plutôt du CAPEX qu'ils ont gagné. Ensuite, si on prend la partie délai de fabrication, là, vous avez plutôt sur des leviers qui sont relatifs à la supply chain, à être capable de faire mieux le prédictif de la demande, et puis après d'être plus agile sur votre planification industrielle. Donc là, un exemple, c'est plutôt sur la supply chain aéronautique, c'était avant Covid. Hein. C'était des gains sur le délai de fabrication, qui étaient des gains de plusieurs pourcents. Hein. On va jusqu'à 10 à 15% de gains sur le délai de fabrication, et surtout sur la réactivité, puisque derrière, vous avez qui dit délai plus faible, vous dites meilleur taux de service et capacité, bien sûr, à mieux réagir à la demande des clients. Quoi. Réponse très rapide, s'il vous plaît, sur cette question de Denis qui souligne que les PMI ont souvent leurs outils de gestion installés au format SaaS et leur DSI externalisé. Est-ce que dans ces conditions-là, l'approche que vous proposez reste jouable? En fait, quand vous avez déjà des SaaS, je dirais que vous êtes déjà dans le nouveau monde, donc c'est parfait. Oui. L'idée, c'est qu'au-delà des outils de gestion en mode SaaS, vous pouvez faire la même chose en fait sur vos outils de terrain, en fait, vos outils opérationnels. Donc, c'est de rajouter cette brique SaaS. La seule difficulté quand vous avez un DSI qui est externalisé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de PME qui partagent des DSI, et en général, ça fonctionne plutôt bien d'ailleurs, mais c'est de réussir à travailler avec ce DSI non seulement à l'exécution des tâches courantes, donc c'est d'assurer la sécurité informatique, d'assurer que le système ne tombe pas, etc., mais d'avoir aussi une réflexion qui est plus sur l'architecture et donc structurante. Et donc, soit ce DSI-là, il est capable aussi d'avoir cette réflexion-là, de réfléchir à la structure de données, de comment s'interfacer avec justement ces startups, etc. Soit il faut amener un support externe qui va venir sur un moment donné réfléchir à cette structure de données un peu cible, puis réfléchir à la tactique de mise en œuvre pour que ça fonctionne. Et puis après, pour le fonctionnement réel, vous pouvez rester bien sûr avec votre DSI classique hein, qui va savoir gérer ça comme il gère les SaaS de gestion.
une dernière petite question, grosse question en réalité, mais c'est une question qui va permettre d'ouvrir le propos pour terminer. Elle émane de Didier Hugues de l'agence Trace Écrite. Salut à toi Didier. La question de l'emploi et de la formation liée à tout ce que vous venez de nous dire. Il rappelle qu'effectivement, avant la crise, il manquait des centaines de milliers d'emplois, ou plus exactement, il y avait des centaines de milliers de postes qui n'étaient pas pourvus, qui n'arrivaient pas à trouver des personnes formées et compétentes. Est-ce que là, finalement, on ne se pose pas des questions qui sont insolubles dans la mesure où on était déjà en dessous en termes de compétences et de formation dans l'industrie française? Oui, c'est sûr que le problème n'est pas réglé. Le Covid n'a pas réglé le problème, hein, c'est évident. Et donc, mais je pense que c'était la réflexion de tout à l'heure. Je pense qu'il faut continuer parce qu'il ne faut pas non plus dire que rien n'est fait. Il y a beaucoup de choses qui sont faites depuis quelques années, donc c'est bien, mais il faut continuer et même potentiellement accélérer, je pense, le mouvement. Et puis, l'autre chose, c'est de faire évoluer quand même les formations classiques aussi pour beaucoup plus inclure d'entrée de jeu. Quand vous formez maintenant un maintenancier industriel, un usineur, un fraiseur, etc., c'est d'intégrer ces briques-là digitales. Il faut que ce soit dans le cursus de base. Et je discutais par exemple avec un patron d'un grand groupe horloger suisse là, qui, comme tout le monde le sait, malheureusement, les ressources des boîtes suisses sont majoritairement prises en Franche-Comté. Hein. C'est des gens qui viennent, qui traversent la frontière ou des Alsaciens. Et il disait en fait qu'ils travaillent avec du coup des centres de formation qui sont à Morteau, enfin proches de la frontière. Et en fait, dans ces centres de formation, malheureusement, on n'a pas toujours accès aux bons outils, aux bonnes compétences et tout. Et on forme encore parfois des décolleteurs ou des métiers avec en fait des anciennes méthodes. Alors qu'en fait, il y a tout un tas de choses maintenant qui sont disponibles et qui permettent de voir le métier de manière beaucoup plus sexy. Donc, ça permettrait d'attirer des jeunes aussi beaucoup plus parce que c'est plus sexy. Et puis aussi que quand les gens arrivent en entreprise, ils soient formés directement à ces nouvelles méthodes, quoi. Voilà, ils sont surtout opérationnels sur les nouvelles technologies. Ouais. Merci infiniment, Michael Valentin, d'avoir été avec nous ce matin pour cette présentation et d'avoir joué le jeu en visio. Ce n'est pas un exercice très facile. Merci à En vous. tout cas, merci beaucoup. On terminait avec cette question de la formation et de la techno dans la formation. Alors, vous allez être ravis de ce qui va suivre, si vous pouvez rester avec nous pour nous suivre, parce qu'on va parler d'un programme dont une déclinaison ici en Bourgogne-Franche-Comté concerne précisément la formation et l'utilisation des machines en utilisant un outil digital. Donc, on va en parler dans un instant. Merci beaucoup, Merci à Michael vous. Valentin. Très bonne journée à vous. Au revoir.